Quelle est l'enclave Idonette la plus unique? Ces elfes des abysses ont été voués, malgré eux, à une existence emplie de violence et de choix difficiles pour leur survie. Le dieu même qui les a créés a souhaité leur perte, ce qui les a poussés à s'enfuir vers les profondeurs des royaumes mortels, dissimulés sous les eaux sombres et insondables des océans. À cause des sévices que leurs âmes a subis dans le ventre de Slanesh, le prince des excès, ils sont condamnés à dépendre d'âmes volées pour assurer la survie des leurs. Ils ont dû se vouer au secret et à une discipline froide pour y arriver. Au début, les Idonès étaient un seul peuple, mais avec le temps, ils ont dû se séparer en plusieurs enclaves, car il leur fallait s'étendre dans de nouveaux territoires où il y aurait plus d'âmes pour garantir leur survie. L'existence des royaumes submergés qu'ils ont bâtis ont échappé à la plupart des habitants de la surface, grâce à une magie qu'ils ont développée pour effacer les souvenirs. Chaque enclave Idonette possède sa propre culture, sa propre interprétation des traditions et son propre code moral vis-à-vis de la guerre et de la survie. Certaines sont expansionnistes, d'autres isolationnistes. Certaines privilégient des assauts brutaux et d'autres la manipulation et la ruse. Mais parmi elles, il y a une enclave qui a trouvé une autre voie, celle de Nautilar, qui occupe une place assez singulière, non seulement pour son tempérament et sa philosophie, mais surtout parce que leur cité ne repose pas sur les fonds marins. Ils sont à vrai dire nomades et voyagent à travers les océans, voire même parfois à la surface, portés sur le dos d'une créature titanesque, dont on parlera un peu plus après. Mais avant, il faut parler de l'origine des Nautilars, ce qui les a menés à ce mode de vie particulier. À l'origine, les futurs Nautilars faisaient partie de l'enclave d'Ironrack, ni plus ni moins que la plus ancienne et la plus influente des enclaves Idonettes. Elle est considérée par les Idonettes comme la gardienne des traditions, le cœur politique et culturel du peuple des profondeurs. Ce qui a mené à la naissance de Nautilar a été un conflit, une guerre civile qui a éclaté entre Ironrack et la deuxième plus grande enclave des Idonettes, Domain. Si ce conflit fut relativement bref à l'échelle des royaumes mortels, il n'en demeura pas moins violent et profondément marquant. Pour rappel, les Idonettes sont constamment une espèce au bord de l'extinction. Tout conflit ou guerre qui durait trop longtemps contre des ennemis extérieurs pourrait signifier la disparition ou l'extinction totale d'une enclave. Ce qui fait qu'une guerre civile était encore pire. Deux des plus grandes et influentes factions Idonettes qui menaçaient de s'autodétruire auraient pu mener à une extinction totale de toute la culture Idonette. Et donc sans surprise, cette effusion de sang fratricide a écœuré une grande partie de la population d'Ironrack. Si bien que un quart des Akelians et Isharan d'Ironrack ont refusé de poursuivre le conflit. Il ne s'agissait pas d'une rébellion ouverte, ils ne remettaient pas en cause l'autorité d'Ironrack, mais ils ne souhaitaient tout simplement plus participer à des luttes internes susceptibles d'affaiblir davantage leur peuple déjà fragile. Le haut roi Volturnos, le souverain d'Ironrack, accepta leur départ, mais à condition qu'un serment d'amitié soit prêté et maintenu. Ce pacte est toujours honoré à ce jour et a permis d'éviter que cette séparation ne se transforme en schisme hostile. Ces dissidents partirent donc en paix, avec l'intention de fonder leur propre enclave, fidèles aux principes qu'ils jugeaient essentiels. Ces colons s'établirent dans la mer de Meisnar, au sein du royaume de Giran, un territoire délaissé par la plupart des autres Idonettes, car il s'agissait d'une vaste étendue composée de coquilles pulvérisées et de débris calcaires, accumulés au fil des siècles. Ce n'était donc au départ qu'un désert marin apparemment stérile. Mais ces Idonettes avaient une vision ambitieuse. C'est ici qu'ils fondèrent leur première cité, leur capitale, Galanor. Les Nautilaires se révélèrent être des artisans d'exception, maîtres dans l'art de façonner le corail, de modeler les coquillages et de transformer les matières qui se trouvaient dans les fonds des océans. Ils élevèrent des structures vastes et élégantes à partir de ce qui n'était qu'un amas de débris pour les autres. Mais eux ont su y déceler une immense source de matières premières. Leurs Isharan exploitèrent l'abondance presque inépuisable de matériaux et avec érigèrent des tours, des manoirs et des murailles d'une complexité remarquable. Ces Isharan, spécialisés dans le modelage par la magie, se nomment les Corallus et ils sont donc naturellement les constructeurs et architectes des enclaves, aussi bien pour leurs habitations que leurs défenses militaires, et même aussi les armures de leurs guerriers et de leurs créatures. Au fil du temps, Galanor devint l'une des cités Idonettes les plus étendues et les plus impressionnantes jamais construites, surpassant même en superficie certaines enclaves plus anciennes. Et c'est là qu'ils se bâtirent la réputation d'être les plus grands artisans de leur espèce. À ce moment-là, la position de Galanor était très sédentaire et bien défendue. Du coup, la question est
ignorer qu'est-ce qui a fini par les rendre nomades. Eh bien, un jour, la mer trembla sous Galanor. Les habitants crurent d'abord à une secousse sismique. Cependant, il devint rapidement évident que ce n'était pas le fond marin qui s'agitait, mais la masse entière sur laquelle la cité avait été édifiée. Ce que les Nautilars ignoraient, c'est que Galanor ne reposait pas sur le socle océanique. Sans qu'ils ne le sachent, ils avaient construit leur cité sur le dos d'une immense créature appelée un grand scaphodon, un crustacé titanesque, une entité si vaste que ses rejetons dès leur naissance dépassent la taille des montagnes. Lorsque le scaphodon s'éveilla de son long sommeil, il quitta les profondeurs de Giran et entreprit une migration vers le sud. Son chemin a mené les Nautilars malgré eux vers une voie vortex, une des portes-royaumes abyssales reliant les océans des royaumes mortels entre eux. Il atteignit finalement les eaux plus chaudes de l'océan Atleus, dans le royaume des bêtes, Gur, où il réside encore aujourd'hui. Comme on peut s'y attendre, ce bouleversement transforma radicalement le destin de la colonie. Mais comme à l'habitude de cette enclave, ils ont su déceler une opportunité, là où d'autres verraient une calamité. Le grand scaphodon n'était pas agressif envers ceux qui vivaient sur lui. Au contraire même, les Nautilars réalisèrent qu'il était maintenant leur plus grande protection naturelle. Ils ont fini par le nommer Nautilon. De par leur nouveau mode de vie, ces colons développèrent progressivement une nouvelle identité distincte. Leur dépendance à Enrak diminua et leur autonomie s'affirma au fil des années. Finalement, ils officialisèrent leur indépendance et fondèrent officiellement leur propre enclave. Et c'est à ce moment-là que leur nom est né. Ils se baptisèrent Nautilar en hommage à la créature sur laquelle reposait désormais leur royaume. Plutôt que de considérer Nautilon comme un simple support involontaire, les Nautilars établirent avec lui une forme de coexistence harmonieuse. Ils sculptèrent des pans entiers de sa carapace afin d'y aménager des tours et des bastions, tout en faisant bien attention à veiller à ne pas compromettre l'intégrité de la créature. Les Isharan apprirent à invoquer des courants naturels qui suivaient le scaphodon, afin d'éloigner les prédateurs et parasites qui s'approcheraient trop près de lui. Au fil des générations, cette relation prit une dimension presque organique, à l'image de certains crustacés vivant en symbiose avec des anémones marines. Cette symbiose est devenue un élément central de leur identité culturelle et militaire. Elle reflète leur conception de l'unité. Chaque individu, chaque phalange, chaque léviadon agit en coordination avec le reste. Un bastion résistant, à l'image des structures bâties sur la carapace vivante du scaphodon. Ensemble, ils ont pu faire place à la brutalité du royaume de Gur. La mer qui les entourait regorgeait de prédateurs qui pouvaient être une menace à Nautilan, ce qui obligea rapidement l'enclave à perfectionner ses capacités défensives. Les Nautilars développèrent un lien particulièrement étroit avec les créatures armurées comme les Liviadons notamment, de véritables forteresses vivantes à la carapace presque impénétrable. La doctrine militaire de Nautilar a fini par devenir une défense active et méthodique. Lors d'une attaque sur la cité, ils utilisent habilement les tours fortifiées qui semblent presque hérisser le scaphodon. Leurs phalanges effectuent des sorties coordonnées et l'ennemi est attiré dans des zones préparées afin d'être harcelé par des tirs de Namarti puis frappé par des charges de Léviadon qui ouvrent des brèches dans les lignes. Plutôt que de rechercher un affrontement immédiat, les Nautilars privilégient l'usure, la désorientation et la coordination, frappant au moment le plus opportun pour ensuite aussitôt se replier avec discipline. Parmi les nombreuses incursions qu'ils ont subies, la plus dévastatrice a été une attaque orchestrée par les Skaven. Pour les maîtres des bêtes des clans Moulder, une créature aussi prodigieuse qu'un grand scaphodon est naturellement quelque chose qu'ils convoitent. Une flotte de submersibles et de navires charognes, constituée de carcasses de monstres marins infestés de vermine, s'est abattue sur la cité. Les Skaven utilisèrent d'étranges foreuses pour percer la carapace de Nautilon et creuser des tunnels jusque dans les profondeurs de Galanor. Les combats se sont prolongés ni plus ni moins que pendant 6 années, s'étendant sur toute la surface de la créature, dont la surface se mesure en centaines de kilomètres. Bien que la défense expérimentée des Nautilars fût acharnée, les dégâts infligés furent considérables. Ce n'est que grâce à l'intervention de Volturnos, aidé des éternels de l'orage du dieu roi, que la situation bascula. Et ensemble, ils ont réussi à finalement abattre le chef des armées Skaven, créant le chaos dans leurs rangs et mettant un terme au siège. Nautilar a survécu mais fut profondément meurtri. Les zones entières de Galanor restent encore maintenant endommagées et la souillure laissée par les hommes rats ne disparut pas immédiatement. Cette épreuve marqua un tournant pour l'enclave. Elle décida d'à nouveau renforcer ses liens avec Ironrack et de coopérer davantage avec ses nouveaux alliés. Au final, ce qui a vraiment fait le succès de Nautilar, c'est son respect profond de la vie, qui a sa base dans la prise de position qu'ils ont décidée.
décidés face à la guerre civile de leur peuple. Et c'est aussi sur ce point qu'ils vont différer des autres enclaves. Là où d'autres sont très offensives, agressives et hostiles, et pensent que cela est nécessaire pour leur survie, les Nautilars ont pris une autre voie. Et cela se traduit aussi bien dans leur mode de vie que dans leur stratégie de combat, qui est avant tout défensive, contrairement à la plupart des autres Idonettes. Un autre trait qui a assuré leur prospérité est de pouvoir entrevoir du potentiel partout où ils le peuvent. La Providence les aura menés sur le grand Scaphodon, mais c'est ces grandes qualités qu'ils possèdent qui ont permis de créer une telle symbiose. Vraiment, je trouve que les Nautilars, plus que toute autre enclave, se sont pleinement unis aux océans, aussi bien physiquement que spirituellement et philosophiquement. Et vraiment, des peuples qui vivent en harmonie avec des créatures gigantesques est vraiment un des plus beaux tropes de la fantasy et apporte énormément de possibilités narratives. On peut imaginer toute une épopée de la cité de Galanor sur Nautilon, alors qu'ils explorent les mers des royaumes mortels, font face à ces menaces et découvrent de nouvelles merveilles. Dites-moi si vous avez trouvé l'histoire de ce peuple intéressante et à la prochaine.